Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Pour cette dernière conférence du cycle, je vais effectivement vous parler plus de futur que de passé, quoique. Je vais peut-être vous parler plus de champs que d'assiettes. Et je vais peut-être aussi moins vous parler de Paris que des territoires qui l'entourent et qui le nourrissent. En effet, voilà. François Cher, un urbaniste célèbre qui nous a quittés trop tôt d'ailleurs il y a quelques années, écrivait « Une ville est un rassemblement, regroupement de populations qui ne produisent pas elles-mêmes leurs moyens de subsistance alimentaire ». C'était sa définition de la ville. Une telle définition, vous vous en doutez, implique que une ville ne peut exister que dans la mesure où existe quelque part autour d'elle ou plus loin des territoires qui sont capables de produire des excédents alimentaires par rapport à leur propre population et de les exporter vers ces villes. Ces territoires, je vais les appeler l'interland nourricier. Ce sont des territoires qui nourrissent la ville, mais qui, par les échanges qu'ils entretiennent avec la ville, sont très très fortement structurés et forment avec elle un ensemble tout à fait indissociable. Et donc, je vais essayer de cerner un petit peu ce qu'était l'interland nourricier de Paris, traditionnellement. Quelle a été son évolution récente? Où est-il encore, cet interland? Et puis, comment fonctionne-t-il? Mais je vais essayer aussi, surtout avec vous, sur la base de cette connaissance, de ce constat, d'essayer d'imaginer ce qu'il pourrait devenir. Et on va essayer ensemble, si vous le voulez bien, de construire deux scénarios un peu extrêmes, peut-être un peu caricaturaux, mais qui montrent un petit peu le champ des possibles de l'évolution de l'interland nourricier de l'agglomération parisienne. Et puis je conclurai en regardant un petit peu quels peuvent être les leviers pour faire que l'un ou l'autre de ces scénarios puisse advenir dans la mesure où l'un pourrait être plus désirable que l'autre. Alors voilà, Paris s'est développé au centre du bassin parisien. C'est une formation géologique qui forme une espèce de cuvette de roches sédimentaires, recouverte en outre d'un manteau de l'os, de limon éolien, qui rendent ces sols très fertiles. Le centre de ce bassin est drainé par un réseau hydrographique qui forme le bassin hydrographique de la Seine, dont les principales rivières finalement convergent vers Paris. Et ce n'est pas par hasard si Paris s'est installé à cet endroit-là, parce que c'est évidemment l'endroit où il est facile d'acheminer depuis un espace qui est à peu près celui du bassin hydrographique toutes les provisions, les céréales, le bois, la viande et le lait parfois aussi, vers cet espace. Et donc, effectivement, jusque tard, on pourrait presque dire jusqu'au milieu du XXe siècle, l'essentiel en masse en tout cas, en calories, en azote, en protéines, tout ce qui fait l'importance des aliments, peut-être pas en valeur, mais en masse en tout cas, et en qualité nutritive, l'essentiel de l'approvisionnement parisien provient du bassin de la Seine, pour une grande majorité. Cet espace, comme d'ailleurs toutes les régions françaises à cette époque, au milieu du XIXe siècle, est organisé selon un système agricole qui est celui de la polyculture-élevage. Voilà, les terres, je prends ici l'exemple de la Picardie en 1852, c'est la première date où on a des statistiques agricoles un petit peu sérieuses qui permettent de faire ce travail. Je regarde un petit peu comment fonctionne le système agricole de la Picardie. Des terres arables, donc, une population, la population de la Picardie à l'époque fait 1,5 million d'habitants, une population qui se nourrit pour 70%, disons, de protéines végétales, essentiellement des céréales, un petit peu de légumes, et pour 30% seulement de protéines animales, de la viande, du lait, un tout petit peu de poisson. La production agricole des terres arables fournit tout cela et exporte même une partie significative, près de la moitié de sa production, à l'extérieur, en particulier vers l'agglomération parisienne, qui déjà à ce moment-là est importante et réclame sa
ces provisions. Pour garantir la fertilité des terres arables, il est indispensable de restituer au sol cet azote qui est extrait du sol par la récolte. Les flèches, les chiffres sur les flèches indiquent des flux d'azote, ce qui sont un constituant important des protéines, que les plantes trouvent dans le sol, et l'exportation de ces plantes par la récolte appauvrit évidemment le sol. Pour maintenir la fertilité des sols, pour pérenniser ce système, il est donc indispensable de restituer au sol une quantité d'azote équivalente à celle qui a été exportée. Cette restitution est garantie d'une part par le recyclage le retour au sol des excréments animaux, hein, qui consomment une bonne partie de la production des terres arables, et d'autre part par la fixation atmosphérique, la fixation de l'azote atmosphérique qu'exercent les légumineuses. Là, je dois vous, peut-être pour ceux qui ne sont pas trop chimistes dans la salle, vous rappeler une chose. L'air que nous respirons est constitué pour 80% d'azote, mais sous une forme gazeuse qu'aucune plante ne peut utiliser, sauf ces plantes très particulières, les légumineuses, comme le trèfle, la luzerne, sont capables de tirer profit de cette énorme quantité d'azote qui, par ailleurs, sinon, est pas du tout disponible pour les autres plantes. Et donc, c'est cette fixation symbiotique d'azote atmosphérique par les légumineuses fourragères qui font partie de la rotation, qui occupe en fait un tiers de l'assolement des terres arables dans le territoire, hein, qui assure cet apport d'azote, qui renouvelle la fertilité des sols. Voilà comment fonctionne ce système. Alors vous voyez que l'élevage, là-dedans, même si la part de produits animaux dans la ration alimentaire des hommes n'est finalement que d'au maximum d'un tiers, l'élevage joue un rôle très important parce qu'il permet de rapporter au sol les éléments fertilisants qui sont contenus dans ce qu'il mange de la production agricole. Et au fond, l'image que le monde rural à cette époque a de lui-même, ceci est une affiche du tout début du siècle, je crois que c'est 1900 même, oui c'est ça, comment le monde agricole se voit, en tout cas dans le nord de la France, c'est manifestement, bon, bien sûr, les céréales, c'est important, c'est ça qu'on cultive. Mais vous voyez aussi la place de l'animal. Là, dans l'animal joue le rôle certainement de force de traction. Il offre le lait et la viande, mais il offre surtout la pérennité de la fertilisation des sols. Et c'est en cela qu'il est important, le système de polyculture-élevage, cette nécessaire connexion entre culture et élevage est à la base du fonctionnement des systèmes agricoles à cette époque. Tout change à partir du début du 1913, la découverte du procédé Haber-Bosch, qui permet à l'homme de faire ce que les légumineuses font depuis la nuit des temps dans leurs racines, en fait, de fixer l'azote atmosphérique pour le convertir en nitrate, en ammoniac. Fritz Haber, quand il découvre ce processus, ce qu'il cherche, c'est un moyen de faire des explosifs pour l'Allemagne qui va entrer en guerre. Hein. C'est la première motivation. Mais après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale en particulier, ces usines de fixation d'azote atmosphérique, de production d'azote réactif, si vous voulez, d'azote disponible à partir de l'azote atmosphérique, vont se mettre à produire massivement, non plus des explosifs, mais des engrais chimiques, qui vont finalement totalement bouleverser le système agricole dont je vous parle. Les grandes cultures, le système de polyculture-élevage qui existait en Picardie au milieu du 19e siècle va progressivement pouvoir se passer des animaux. Il va progressivement, excusez-moi, se spécialiser dans les grandes cultures céréalières seules. Plus besoin d'animaux maintenant, puisqu'on peut restituer au sol l'azote sous forme d'engrais chimiques. Et ça intensifie très très fortement la production, mais ça la rend aussi, ça permet de produire des excédents céréaliers considérables dont le territoire n'a plus besoin, dont même l'agglomération parisienne n'a plus besoin en telle quantité. Et c'est donc une céréaliculture exportatrice basée sur les engrais de synthèse qui va progressivement se mettre en place en excluant tout à fait l'élevage, en le repoussant dans d'autres régions.
Oh, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. J'ai un peu de peine. Mais non. Attendez. Oh, vous voulez voir ceci, c'est très beau. Voilà. Ce sont des affiches qui datent 30 ans plus tard que la précédente que je vous ai montrée. Et on voit le changement de paradigme total. L'agriculture, maintenant, finalement, la paysanne, là, à droite, elle a les mêmes sabots, la même robe que la précédente. Elle est assise sur la même gerbe de blé. Mais derrière elle, on ne voit plus d'animaux. On voit des usines. L'agriculture doit sa fertilité à l'industrie chimique lourde. Changement complet de paradigme qui est à la base de ce changement très très important. Alors d'autres régions, et ici c'est la Bretagne qui au milieu du 19e siècle avait le même type de fonctionnement, polyculture élevage, que le reste, que la Picardie que je vous ai montré, que le reste des régions françaises, se spécialise, elle, dans l'élevage, dans un élevage hyper intensif, intensif à tel point que les productions locales de fourrage ne suffisent pas à le nourrir et que des importations massives de fourrage doivent intervenir depuis l'extérieur. Et c'est donc un système extrêmement spécialisé qui se met en place avec aujourd'hui la majeure partie de la viande et du lait qui est produite dans le Grand Ouest, disons, la majeure partie des céréales dans le bassin parisien proprement dit. Avec une spécialisation extrême, donc, avec aussi une ouverture extrême. Les zones blanches, là, ces zones à faible densité d'élevage, parce que l'élevage en a été exclu, exportent massivement des céréales sur le marché international. Tandis que le Grand Ouest importe massivement du soja d'Amérique latine pour nourrir son bétail. Et voilà à quoi ressemble ce système extraordinairement ouvert et spécialisé qui caractérise aujourd'hui l'Hinterland nourricier de Paris. Alors, ce système fonctionne avec pas mal de problèmes environnementaux. L'ouverture s'accompagne de pertes d'azote dans l'environnement. Perte d'azote vers l'hydrosystème, quand l'eau s'infiltre à travers les sols ayant reçu des quantités massives d'engrais chimiques, ces engrais sont entraînés vers les aquifères, vers les rivières. Pas mal de ressources d'eau potable. L'eau, au fond, fait partie de l'alimentation de Paris. Hein. Les ressources en eau potable, traditionnellement prélevées dans les nappes, parce que les nappes sont plus propres que les rivières, finalement, quelque part. Elles sont protégées par l'effet, on attend l'effet de filtration des sols. Eh bien non, la filtration dans les sols enrichit en nitrates, enrichit en pesticides, l'eau qui alimente les aquifères, et les aquifères sont finalement contaminés. On doit abandonner ces captages, sauf lorsqu'ils sont dans des zones forestières. Les rivières elles-mêmes sont contaminées. Les zones côtières reçoivent aussi ces énormes quantités d'éléments fertilisants qui causent ces proliférations d'algues qui produisent ce qu'on appelle l'eutrophisation côtière, très, très dommageable. Ça, c'est l'hydrosphère, mais des émissions gazeuses d'azote ont aussi lieu sous forme d'ammoniac, sous forme d'oxyde d'azote, formant ces microparticules qui sont si dommageables pour la santé. C'est la rencontre finalement de l'ammoniac produit en zone rurale, plutôt en zone d'élevage, et des oxydes d'azote produits plutôt par les moteurs à explosion finalement. Et c'est la rencontre de ces deux pollutions forme ces microparticules. Il y a également des oxydes nitreux qui sont de puissants gaz à effet de serre et qui, à côté du CO2 bien connu, aggravent le réchauffement climatique. Voilà, pollution des eaux, pollution atmosphérique, ce sont les deux grands problèmes causés aujourd'hui par cette agriculture à cycle ouvert, cette agriculture très spécialisée qui s'est mise en place depuis, au fond, 5 ou 6 décennies maximum. Alors, face à cette trajectoire passée, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme avenir pour ce système?
Bien, je pense qu'on peut imaginer deux scénarios. Le premier scénario, ce serait la poursuite des tendances d'ouverture et de spécialisation qui constituent, je viens de vous le montrer, hein, les tendances lourdes de l'histoire de l'agriculture du nord de la France. On peut imaginer que se poursuive ce mouvement d'intensification, même si des normes environnementales ont été édictées, notamment par les directives européennes. Elles contiennent un petit peu, ça pourrait être bien pire, je veux dire, hein, elles contiennent un petit peu ces pollutions, mais enfin, elles ne changent pas fondamentalement la nature même, la structure même du système. On peut imaginer, et c'est manifestement ce que nos dirigeants successifs souhaitent, on peut imaginer le développement des échanges internationaux. La France doit être exportatrice de céréales. On peut aussi imaginer que continue ce grand mouvement de concentration des populations sur les grandes villes déjà existantes, ou en tout cas sur l'axe de la Seine en aval de Paris, Paris, Rouen, Le Havre, où se concentrent tous les efforts de développement urbanistique au détriment des zones rurales de l'amont du bassin de la Seine. C'est évidemment une possibilité. Donc voilà les grandes lignes d'un premier scénario. Mais on pourrait aussi imaginer un deuxième scénario. Un deuxième scénario qui tient compte de ce que... Il y a d'autres tendances qui se dessinent depuis peut-être moins longtemps. Il y a d'autres tendances qui visent à une reprise en main un peu citoyenne de l'alimentation. Peut-être une réflexion sur la sobriété de la consommation. La recherche pour les agriculteurs, alors d'une certaine autonomie par rapport à leur dépendance extrême vis-à-vis des intrants. Les agriculteurs se sentent très souvent les otages d'une industrie des intrants, pesticides, engrais, qui leur impose finalement un système qui leur achète également leur production avec des standards industriels qui sont parfois très contraignants. Bon, le désir pour les agriculteurs d'acquérir une certaine autonomie dans leur production, de produire aussi de manière plus propre et moins dangereuse pour leur propre santé et pour celle des consommateurs, fait que le nombre d'exploitations bio est en pleine progression extrêmement rapide, au même titre d'ailleurs, et plus vite encore, que la demande de produits bio garantis sans résidus de pesticides et dont on sait qu'ils sont produits dans des conditions environnementales plus satisfaisantes. Donc il y a aussi cette tendance-là qu'on peut peut-être aussi voir se prolonger. Et donc la prospective, ça consiste à ça. Ça consiste à prolonger dans le futur des tendances qui existent aujourd'hui dans la société, qui sont parfois contradictoires, mais chacune de ces tendances, poursuivies jusqu'à l'extrême de leur logique, permet de définir des scénarios contrastés qui, finalement, montrent un petit peu le champ des futurs possibles de l'avenir. Voilà. Alors, je vais examiner ça, je crois que j'ai passé 2 slides, oui c'est ça. Je vais examiner cela à travers 3 aspects du système agroalimentaire. Le premier aspect, c'est quel régime alimentaire pour l'homme. Deuxième aspect, c'est quel système agricole, quel recours aux engrais, aux pesticides ou aux autres types de fertilisation des sols. Troisième aspect, la place de l'élevage dans tout ça, comment éventuellement il se connecte ou pas à l'agriculture. Alors, la question du régime alimentaire humain. Vous le voyez, depuis le milieu du 19e siècle, la consommation totale, je parle ici en consommation de protéines, la consommation totale de protéines a largement augmenté. Le minimum vital, fixez-le autour de 3,5, 4 kg d'azote par personne et par an sur cette échelle. Vous voyez qu'on était un peu au-dessus déjà au milieu du 19e siècle, mais qu'on a atteint près du double de ce minimum vital autour des années 2000. Ce qui a augmenté encore davantage, c'est la part dans ce total des produits animaux, de la viande, du lait et du poisson. Cette part a augmenté encore plus vite que le total. À tel point qu'autour des années 2000, on a pratiquement inversé la proportion dont je vous parlais tout à l'heure pour le 19e siècle. On est à 30% de protéines d'origine végétale et 70% de protéines d'origine animale.
on voit pourtant une tendance récente à la baisse. D'où vient cette tendance et comment l'interpréter? C'est un de ces... voilà, ça illustre très bien cette démarche dont je parlais. Deux tendances. Une tendance lourde à l'augmentation de la consommation totale et de la part de protéines animales dans ce total. Ça, c'est la tendance lourde. Scénario numéro 1, le scénario que je vais appeler libéral, ou d'ouverture et de spécialisation, parce que c'est la poursuite de ces tendances lourdes. Une tendance plus faible, plus récente, qui est à la baisse. Alors, regardons d'un petit peu plus près cette deuxième tendance. En fait, elle s'explique sans doute... Enfin, cette question du régime alimentaire est vraiment à la croisée de questions environnementales, de questions de santé publique et de questions éthiques aussi. Il y a incontestablement une montée en puissance du mouvement vegan, antispéciste, hein, qui refuse par principe toute utilisation, a fortiori alimentaire, des animaux. On ne mange pas les animaux. Leur position est tout à fait claire. En tout cas, les animaux sentients. Voilà. Ça, c'est la position des véganes. À l'opposé, vous avez un auteur comme Dominique Lestel, qui se fait le porte-parole de pas mal d'autres personnes ou d'autres courants, qui revendique le carnivorisme comme quelque chose d'intrinsèque à la nature humaine. Nous sommes des animaux issus de la chair d'autres animaux et pas des extraterrestres connectés à Google, dit-il. Non, sans raison. Et puis, entre ces deux extrêmes, il y a tout un mouvement qui, sans aller jusqu'à se dire, enfin, sans aller jusqu'à l'extrême du mouvement vegan, s'insurge profondément contre les conditions d'existence des animaux dans l'élevage industriel massif. Et qui essaye de retrouver le sens du mot élevage lui-même, qui est au fond assez noble, par rapport à ce qui serait l'élevage industriel et qu'un auteur comme Jocelyne Porcher refuse même d'appeler élevage. Ce sont des productions animales, finalement, industrielles, où l'animal n'est plus du tout considéré comme un être vivant. Et donc, Jocelyne Porcher cherche à retrouver le sens de l'élevage, tout en souhaitant continuer à vivre avec les animaux et à manger des animaux, comme cela fait partie d'une certaine culture traditionnelle. Alors c'est plutôt en cette position médiane que nous avons adoptée pour définir le scénario, pour définir le régime alimentaire du scénario d'autonomie, de reconnexion et de domitarianisme, de sobriété, que ce scénario agroécologique, ce scénario alternatif. Autant pour le scénario libéral. Bon, j'ai un peu poursuivi ces tendances à l'augmentation et à la banalisation, quelque part, du régime alimentaire. Autant ici, on cherche un régime dit demitarien parce qu'il prône une réduction de moitié de la quantité de protéines animales consommées dans les années 2000. Donc ça nous mène à un total de 30 à 40% de protéines animales dans le total de la consommation. Et voilà l'assiette que ça représente, hein, qui est au fond pas si différente de l'assiette d'aujourd'hui, sauf que voilà, ceci a été remplacé par cela, c'est-à-dire des légumineuses graines comme des lentilles, des haricots, des pois chiches. Alors voilà donc les deux régimes alimentaires, les deux options, les deux scénarios d'évolution de l'assiette parisienne, on pourrait dire, à l'horizon 2050. En ce qui concerne les systèmes de culture, l'agriculture elle-même, aujourd'hui, il faut bien le savoir, et c'est un résultat de ce mouvement de spécialisation, la diversité des cultures est extrêmement faible dans les zones agricoles. 6 cultures se partagent à peu près 80% du total des terres cultivées, organisées en rotation triennale, hein, en triplet, comme vous le voyez sur cette carte. Mais dans le nord de la France et dans le bassin parisien, la rotation colza, blé, orge occupe la plus grande partie des exploitations. Des cultures aussi peu diverses rendent très sensibles aux agresseurs, aux maladies, aux parasites, les cultures, et nécessitent un recours aux
aux pesticides quasiment structurels. Ces cultures aussi, voilà, donc finalement, ne sont utilisables que à coup de fertilisants de synthèse. Il n'y a pas de fixatrice d'azote dans la rotation principale. Il faut donc apporter de l'azote de synthèse. Et je le disais, des pesticides en quantité importante. L'agriculture biologique, elle, par principe, se passe de pesticides et d'engrais de synthèse. Comment peut-elle faire? Elle peut le faire en ayant recours à des rotations de cultures, des successions culturelles, beaucoup plus longues et beaucoup plus diversifiées, comportant d'abord une part importante de légumineuses. Si on ne veut pas avoir recours aux engrais de synthèse, on est obligé d'avoir recours à la fixation symbiotique, et du coup, on doit introduire dans les rotations des plantes légumineuses, du trèfle, de la luzerne, en tête de rotation, c'est ce qui marche le mieux. Ensuite de quoi on peut introduire du blé qui profitera de l'apport d'azote des légumineuses qui l'ont précédé, d'autres cultures comme du lin, de nouveau une légumineuse, mais une légumineuse graine, celle-là, comme les lentilles, et puis de nouveau quelques céréales. Et voilà, ce cycle de culture beaucoup plus long qui diversifie très fortement aussi les plantes sur une même parcelle, font que cette agriculture peut se passer des pesticides, des herbicides, et elle s'en passe effectivement très bien. Voilà comment se répartissent les principales successions, les principales rotations biologiques. Ce qui est intéressant quand même, en comparant ces différentes rotations et en regardant quelles relations elles manifestent entre le rendement, je vais regarder ça ici, le rendement, excusez-moi, c'est en anglais, le rendement, c'est-à-dire la quantité de protéines produites par an et par hectare, en moyenne sur l'ensemble de la rotation, pas pour une culture particulière, mais pour l'ensemble de la rotation. En comparant ce rendement avec la fertilisation, c'est-à-dire le total des apports d'azote au sol, sous forme d'éjection animale, sous forme de fixation symbiotique, ou sous forme d'engrais de synthèse, s'il s'agit de rotation conventionnelle, eh bien, cette relation, elle apparaît être la même dans un même contexte pédoclimatique, c'est-à-dire dans une même région, elle apparaît être la même pour les rotations d'agriculture biologique et pour les rotations conventionnelles. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on entend dire partout, y compris par des agronomes, y compris par beaucoup de mes collègues, hein, on entend dire que l'agriculture biologique serait par essence, serait intrinsèquement moins productive que l'agriculture conventionnelle. Cela n'est vrai que dans la mesure où l'agriculture biologique est moins fertilisée, donc moins intensive que l'agriculture conventionnelle. Mais on peut parfaitement imaginer de fertiliser davantage, d'apporter plus d'azote sous forme d'éjection animale, par exemple, ou sous forme davantage de fixation symbiotique, en mettant davantage de légumineuses dans la rotation. On peut parfaitement imaginer des situations, et vous en avez ici, où l'agriculture biologique est en moyenne plus productive que l'agriculture conventionnelle. La même relation, finalement, existe pour ces deux types d'agriculture. Il n'y a pas un handicap intrinsèque à l'agriculture biologique. Bon, sachant cela, néanmoins, le bouquet des productions entre l'agriculture biologique et l'agriculture conventionnelle n'est pas le même. En particulier, l'agriculture... Oh, excusez-moi. L'agriculture biologique produit, et ça, intrinsèquement, elle doit le faire, produit du trèfle et de la luzerne que vous ne mangez pas, que l'homme ne mange pas, qui ne peut alimenter que des animaux. Il y a donc une nécessité à l'agriculture biologique à reconnecter l'élevage et les grandes cultures. Un mouvement opposé à celui historique que je vous décrivais tout à l'heure. Et du coup, cette question de la reconnexion entre l'agriculture et l'élevage, de la place de l'élevage finalement dans l'agriculture, se pose tout à fait. Je voudrais vous illustrer ça sur un exemple pour rendre les choses peut-être plus concrètes. La Brie laitière, hein, cette région à l'est de Paris où on produisait d'excellents fromages, le Brie de Meaux, le Brie de Coulommiers, où l'on en produit encore.
Mais je vais vous montrer que s'il est fait, peut-être dans la région, mais avec du lait qui ne provient pas de la région. La Brie laitière donc, était connue comme comme une région bocagère, avec beaucoup de prairies très humides, des sols un peu argileux qui ne sont pas bien ressuyés en hiver, au sortir de l'hiver, où il est donc assez difficile de faire de la culture céréalière. Donc beaucoup d'herbage et donc beaucoup d'élevage bovin, beaucoup de lait et une tradition fromagère tout à fait importante. Voilà comment fonctionnait ce système. Hein, typiquement, c'est la polyculture élevage dont je vous parlais en commençant. Et puis aujourd'hui, après drainage de ces prairies humides, on installe des drains pour que l'eau s'écoule plus vite et rejoigne au plus vite des fossés qu'on a creusés, qu'on a surcreusés à partir des rivières existantes. On a assaini, comme on disait à l'époque, on a assaini toute cette terre et on peut maintenant mettre des céréales partout. Et c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, l'agriculture qui domine sur ces plateaux briards, c'est une agriculture avec des rotations très simples, colza, blé orge ou maïs, blé orge, parfois un peu de févrole. Une agriculture très simple qui convertit des apports essentiellement d'engrais de synthèse en production de vente du blé, du maïs. Certains agriculteurs, cependant, dans ces régions, sont passés à un système d'agriculture biologique avec le type de rotation longue et diversifiée dont je vous parlais. Ils produisent moins de cultures de vente et beaucoup de luzerne, dont ils ne savent pas trop quoi faire, il faut bien le dire, parce qu'il n'y a plus de vaches dans la région. Il n'y a plus de moutons non plus, il n'y a plus rien pour manger cette luzerne. Donc ils l'exportent, donc ils doivent la dessécher pour pouvoir la transporter. On ne va pas transporter toute l'eau d'une luzerne humide. Donc il y a des usines de déshydratation qui permettent de faire des bouchons qui sont envoyés dans les régions d'élevage, du coup. Bon, mais c'est quand même pas idéal. Et il y a une décote, effectivement, de cette luzerne liée à la nécessaire transformation et au transport indispensable. Et donc, pourquoi ne pas penser à réintroduire en Brie des vaches pour faire du fromage de Brie avec du lait de Brie et donner un sens à cette conversion en agriculture biologique en utilisant localement la luzerne dans des ateliers d'élevage qui ne doivent pas forcément être dans la ferme de ces céréaliers qui, depuis 2 générations, ont perdu l'habitude de s'occuper des troupeaux, parce que c'est un autre métier que celui de céréalier. Mais certains céréaliers pensent très sérieusement à se mettre à plusieurs pour mettre en place un atelier d'élevage avec du personnel qui des vachers, dont les équipes se succéderaient pour prendre soin des vaches, et avec une production d'un produit à haute valeur ajoutée, hein, le Brie de Coulommiers, dont l'agglomération parisienne serait évidemment extrêmement friande. Donc voilà, la reconnexion entre l'agriculture et l'élevage, c'est une chose possible, et c'est l'hypothèse qui a été faite dans ce scénario agroécologique dont je vous parle. Hein, aujourd'hui, la distribution de l'élevage est très inégale entre le centre du bassin parisien et le Grand Ouest, de même que la proportion de prairies permanentes dans le paysage est très inégalement répartie. Dans notre scénario agroécologique, certes, le bétail globalement serait largement diminué par rapport à la situation actuelle, puisqu'on mange moins de viande et moins de lait dans l'hypothèse de notre scénario, mais il serait réparti d'une manière beaucoup plus uniforme. En fait, il serait réparti en fonction des ressources locales qu'une agriculture de type biologique pourrait fournir. On s'interdirait d'importer par bateau à travers l'océan du fourrage pour ces animaux. Le bétail serait dimensionné aux ressources locales de fourrage, en imposant en plus, parce que c'est bon pour l'environnement, qu'un tiers au moins de la ration animale soit produite par des prairies permanentes. Et cela nous mène à cette répartition de la densité du bétail et du pourcentage de prairies permanentes. Tandis que dans le scénario libéral, je pense que vous devez
commencez à comprendre que je ne l'aime pas tellement celui-là. Que dans le scénario libéral, donc, on a procédé à l'extrapolation des tendances, c'est-à-dire que il reste encore quelques vaches là, quand même, au milieu du bassin parisien. Il n'y en a plus là. On les a complètement éliminées. On les a complètement concentrées jusqu'à la limite permise par les normes environnementales européennes. Hein, je les respecte tout de même. On a concentré l'élevage dans ces zones. Et du coup, plus du tout de prairies permanentes au centre du bassin parisien. Elles sont limitées aux régions périphériques. Alors, on a tous les éléments maintenant pour calculer ce que seraient les flux d'azote dans le système agricole de nos deux scénarios par rapport à ce qu'il est à l'échelle de la France entière aujourd'hui. Alors, comment va-t-on lire ça? Première chose, pour vous aider à le lire, la production agricole totale, c'est ce chiffre-ci, exprimé en milliers de tonnes d'azote par an pour l'ensemble du territoire français. La production agricole totale, vous le voyez, elle est augmentée significativement dans le cas du scénario d'ouverture et de spécialisation. C'est son but, hein, c'est un scénario d'intensification. Elle est diminuée d'un tiers, de 30% à peu près, oui, d'un tiers, dans le scénario agroécologique. Il est nettement moins intensif. Ça n'empêche pas les deux scénarios de nourrir la population locale française. La population française, dans les deux cas, est nourrie. La différence, c'est qu'un scénario exporte beaucoup plus que l'autre. Ce scénario exporte presque le double de ce qu'on exporte aujourd'hui. C'était pour ça qu'on l'a construit aussi. C'est la tendance qu'on a cherché à rendre. Tandis que l'exportation du scénario agroécologique, elle n'est pas nulle, mais elle est de 40% du niveau actuel d'exportation. Cependant, si on regarde l'importation de fourrage, de soja d'Amérique latine, hein, pour nourrir le bétail, qui est multiplié par 4 dans ce scénario libéral, alors qu'on s'en passe par construction dans le scénario agroécologique, bah la balance, elle est tout de même très fortement en faveur du scénario d'agriculture biologique. En ce qui concerne l'exportation de produits animaux, on l'a doublée dans le scénario libéral. Elle est réduite à 3 fois rien. Elle est réduite à quelques fromages de brie. Hein. En fait, de quelques fromages AOC. On cesse certainement d'exporter de la poudre de lait vers la Chine, comme c'est le cas aujourd'hui, et comme ce serait massivement le cas dans ce scénario-là. Voilà donc deux logiques tout à fait différentes, mais qui donnent lieu à deux scénarios qui nourrissent la France tout de même, et qui n'affament pas non plus le monde, puisque le bilan des échanges avec le monde est en faveur de celui-ci. On exporte net plus de protéines dans ce scénario-là que dans celui-ci. Et même qu'aujourd'hui. Alors, bon, on pourrait regarder quels échanges commerciaux cela donne. Hein. Bon, je vous ai déjà montré ces exportations massives de céréales aujourd'hui. Elles seraient augmentées très largement dans le scénario libéral. Elles seraient très fortement diminuées sans être annulées dans ce scénario-là. En ce qui concerne les produits animaux, la viande et le lait, aujourd'hui, je vous le disais, c'est le Grand Ouest qui nourrit, en tout cas le centre du bassin parisien et une grande partie des autres régions françaises d'ailleurs. Ce serait a fortiori le cas dans le scénario d'extrême spécialisation, tandis que ici, seule l'Île-de-France, à cause de la taille malgré tout très importante de l'agglomération parisienne, seule l'Île-de-France n'est pas autonome en termes de production animale. Elle devrait importer des produits animaux et du lait et de la viande de régions limitrophes, mais ça ne pose aucun problème. Pour le reste, la France est autonome en produits animaux. Quels effets aurait cette nouvelle organisation du système
sur la qualité de l'eau. Je vous avais dit qu'aujourd'hui, on a de sérieux problèmes d'altération de la qualité des eaux de nappe, des eaux de rivière, à cause des pertes environnementales auxquelles donne lieu l'agriculture ouverte et spécialisée comme elle l'est. Les choses ne vont pas s'arranger dans le scénario d'ouverture de spécialisation. C'est contraint quand même par un minimum de règles environnementales. On ne peut pas épandre plus de certaines quantités. On doit calculer, raisonner la fertilisation. Tout ça est pris en compte, mais malgré tout, on n'y arrive pas. La concentration, enfin, non, disons, les surplus, l'excédent d'azote apporté aux terres par rapport à ce qui est exporté par la récolte, effectivement, reste supérieur dans la plupart des régions à ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, devient supérieur à ce qu'il est aujourd'hui. Au contraire, on constate une amélioration de ces excédents, de ces surplus d'azote dans le cas du scénario agroécologique, à tel point que la qualité des rivières, et là je prends les petits codes de couleur que l'agence de l'eau, les agences de l'eau françaises donnent. Bleu, c'est excellent. Vert, c'est pas mal du tout. Jaune, ça va. Rouge, ça devient très très grave. Orange, ça devient très très grave. Et rouge, c'est vraiment très très mauvais. Bon, vous voyez l'état du réseau hydrographique de la façade atlantique. On n'est pas terriblement bon pour ce qui concerne les concentrations en nitrate. Mais on le devient dans ce scénario-ci. Alors que l'amélioration n'est pas très sensible ici, malgré le fait qu'on a respecté toutes les normes environnementales. En termes de production de gaz à effet de serre, je vous disais aujourd'hui, l'agriculture elle-même, c'est seulement l'agriculture. L'agriculture émet beaucoup de gaz à effet de serre, de CO2, parce que l'agriculture utilise beaucoup de combustibles fossiles, du pétrole pour les tracteurs. Utilise aussi beaucoup de gaz naturel pour fabriquer des engrais de synthèse à Berboche. Et ça fait des émissions de CO2 qui ne sont pas du tout négligeables dans le bilan des gaz à effet de serre nationaux. Ça représente en gros 15% du bilan des émissions de gaz à effet de serre de la France. L'agriculture émet aussi du méthane. Les ruminants, physiologiquement, par les fermentations qui ont lieu dans leur estomac, et ça fait partie de la physiologie des ruminants, émettent, donc rotent en fait, éructent du méthane en grande quantité. Ce n'est pas du tout négligeable par rapport au problème des gaz à effet de serre. Et enfin, l'usage des engrais de synthèse donne lieu à des émissions d'oxyde nitreux qui sont aussi un puissant gaz à effet de serre. En équivalent CO2, ça nous fait tout de même 140 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an. Les choses s'aggravent, cette quantité double à peu près pour le scénario libéral, si on prolonge donc les tendances. Oh là là, j'ai un peu de peine. Par contre, le scénario agroécologique permet de diminuer de moitié ces émissions de gaz à effet de serre. Voilà. On peut faire le bilan sur ces deux scénarios. Il est clair que le premier est la poursuite de ce mouvement de spécialisation, d'ouverture, d'intensification, s'accompagne d'une aggravation des contaminations environnementales, même dans un contexte d'agriculture raisonnée, parce que c'est bien ces hypothèses-là qui ont été prises pour la construction du scénario. Son seul intérêt, c'est effectivement de permettre d'augmenter la place de la France dans les échanges internationaux. Si le but est celui-là, effectivement, c'est le bon scénario. L'autre scénario, basé sur l'agroécologie, n'a recours à aucun engrais de synthèse, se passe des pesticides, se passe des importations de fourrage, et serait pourtant à même de fournir une nourriture saine et locale à la population de l'agglomération parisienne, de toutes les régions de France d'ailleurs, tout en maintenant une exportation significative de céréales vers le reste du monde, à raison de 40%, je le disais, du niveau actuel, tout en préservant la qualité de l'eau et en réduisant de moitié les émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on pense que ce scénario-là
est le meilleur? Quels moyens d'action pourrait-on avoir pour infléchir l'avenir dans cette direction? Quels moyens d'action? Bon, il y a une chose qui était absente de tout ce que je vous ai montré sur le fonctionnement du système agroalimentaire. Je ne vous ai pas du tout parlé de ce carré rouge là-dessus, qui est la transformation et le commerce, finalement, des produits alimentaires. C'est vrai qu'entre l'agriculteur aujourd'hui et le consommateur, il n'y a pas beaucoup de liens directs. Il y a toute l'industrie agroalimentaire et la grande distribution qui joue un rôle filtre extrêmement important pour vous en convaincre. Oui, voilà. Or c'est bien là, finalement, que le plus de plus-value est créé, et c'est là que le système est finalement assez bien contrôlé par les grands groupes, en réalité. Alors pour vous convaincre de ça, ben voilà, c'est pas très quantitatif, mais c'est semi-quantitatif. Voilà comment la consommation à domicile, finalement, est reliée aux producteurs agricoles. Bon, dans ce que j'ai appelé le bassin, enfin, l'interland nourricier traditionnel de Paris, c'est-à-dire, voilà, c'est à la fois le Grand Ouest et le bassin de la Seine. On compte à peu près 180 000 exploitants, donc une multitude d'agents là, qui produisent en gros 70% de la consommation en termes de protéines de l'agglomération parisienne. Même s'il y a des tas de choses qui viennent d'encore beaucoup plus loin, mais 70% quand même provient de cet espace. Bon. Eh bien, de cela, 62%, de ce flux total, 62% arrivent aux consommateurs à travers la transformation industrielle, les centrales d'achat, les 5 centrales d'achat, il n'y en a pas beaucoup plus, des grands groupes de distribution. Et voilà. Alors, il y a un petit peu quand même le marché de Rungis, hein, qui est le marché de gros et qui alimente les commerces spécialisés. Mais les commerces spécialisés, c'est 16% de la consommation. Les marchés, Dieu sait si Paris fait un effort pour ces marchés, et c'est fabuleux. L'importance, c'est une des villes qui a le plus de parts de marchés locaux, hein, dans son alimentation, mais ça ne représente que 8% de la consommation. Ne parlons pas des circuits courts directs qui représentent 3 fois rien. Il y a aussi un peu la restauration collective, mais vous le voyez, ce n'est encore que 8%. Et la restauration hors domicile, ce n'est encore que 6%. Du coup, voilà, c'est là que ça se passe, hein. C'est ça qui domine finalement le système, et c'est bien ça qu'il faudrait pouvoir reprendre en main pour réorienter dans un sens plus désirable. Alors, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action pour ça? Qu'est-ce qu'on a? On a bien sûr la possibilité, chacun de nous individuellement, de choisir où on fait ses courses et qu'est-ce qu'on achète. Des produits bruts ou des produits transformés? Est-ce qu'on va au marché ou est-ce qu'on va dans les grandes surfaces? C'est un choix individuel. Bon. Pour aller au-delà de ce choix individuel, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais donner trois exemples, 3 types d'actions qui sont à notre portée, dont certains vont vous paraître dérisoires, mais qui sont pourtant très sympathiques. Les jardins partagés, cultiver ses propres légumes dans des espaces qu'on partage avec d'autres. Il y a beaucoup de gens qui croient beaucoup à ça et qui le font, et c'est très bien parce que ça crée du lien social, parce que autour de la nourriture, ça fait prendre conscience de tas de choses, et puis ça fait que les gens parlent, échangent des choses, et beaucoup plus finalement que de la nourriture. Parce qu'en termes de nourriture, ça ne va jamais représenter énormément. Aujourd'hui, oh là, excusez-moi, aujourd'hui, les jardins familiaux, les jardins partagés, les jardins d'insertion, ça fait combien? Ça fait 150 hectares à tout casser pour produire ne serait-ce que les légumes des 12 millions d'habitants de l'agglomération parisienne. Il faudrait 50 000 hectares. Ça se trouve, 50 000 hectares, ce n'est pas la question, mais pas en jardin partagé. Les AMAP. Les AMAP, c'est un peu plus intéressant parce que là, c'est un contrat passé entre un groupe de consommateurs et un agriculteur, un maraîcher le plus souvent, qui, à l'extérieur de l'agglomération, essaye d'être en lien direct avec ses consommateurs. Et c'est un lien de solidarité parce que ça permet beaucoup à des nouveaux agriculteurs de s'installer avec une certaine sécurité. Il vendra sa production, quelle qu'elle soit finalement, parce qu'il y a une solidarité entre ce groupe de consommateurs. AMAP,
Ça veut dire association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est quand même un contrat de solidarité. Ça s'est développé formidablement depuis 2005. Mais aujourd'hui, on touche 0,5% de la population de l'agglomération parisienne. Ce n'est pas encore énorme. Mais c'est important parce que voilà, parce qu'il y a quelque chose de symbolique là-dedans. Il y a peut-être un modèle aussi qui pourrait s'aimer dans d'autres domaines. C'est quelque chose d'assez intéressant. Alors, il y a, oh là là, il y a la restauration collective. Bon, c'est pas la majeure partie de ce que nous consommons, mais enfin, bon, une part importante de la population consomme une part significative de ses repas dans des restaurants collectifs. Aujourd'hui, 40% du marché de la restauration collective est encore sous-traité à de grandes firmes qui en ont fait métier. Hein, voilà, elles sont là, Sodexo, Sogeres, Elior. C'est les 60% autres qui m'intéressent parce que ceux-là sont pris en charge, en régie par des institutions publiques, des communes, des associations de communes, des collectivités. Il y en a. Il y a le CIRESCO, j'aime bien le CIRESCO, c'est un exemple, mais c'est un syndicat intercommunal qui s'est installé dans l'Est parisien et qui assure la restauration collective, hein, donc des écoles, des EHPAD et des hôpitaux, avec une véritable réflexion sur quel genre de produits on veut fournir, quelle qualité on demande, quel genre d'agriculteurs on veut favoriser. Est-ce qu'on veut faire en sorte qu'il y ait des débouchés pour de nouveaux agriculteurs qui s'installeraient dans notre territoire? Donc, par le biais de la commande publique, il y a moyen d'orienter très très largement l'évolution du tissu agricole dans une région, et c'est ce que certaines communautés de communes se mettent à faire. Et puis, il y a une dernière... Oh là là, j'ai un peu de peine. Une dernière idée qui n'est pas de moi, mais c'est une idée qui a été émise par une association qui s'appelle Ingénieurs sans frontières et qui soumet au débat public cette proposition assez décoiffante qui est celle de la sécurité sociale alimentaire. C'est quoi la sécurité sociale alimentaire pour eux? Ben, c'est un peu comme la sécurité sociale tout court. C'est la même idée. Nous avons tous besoin de soins de santé et de médicaments, et ça un petit peu indépendamment de nos revenus finalement. Et donc il est logique, il a été jugé logique à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, hein, au fond, de rendre collectif finalement ce service de santé, d'organiser, chacun à sa carte vitale, qui lui donne droit, c'est verte, hein, la verte, qui lui donne droit à des soins de santé, à des médicaments, remboursés sur une liste de médicaments conventionnés, de praticiens conventionnés, hein, qui s'engagent à respecter certaines pratiques et certaines tarifications. Et grâce à cette carte, nous avons accès, tous, indépendamment de nos revenus, à des soins de santé, aux soins de santé dont nous avons besoin. Ce que se disent les membres de cette association, Ingénieurs sans frontières, c'est, au fond, nous avons tous besoin d'une alimentation de qualité et nous souhaitons tous que cette alimentation soit produite dans des conditions écologiquement acceptables et environnementalement vertueuses. Pourquoi n'organiserait-on pas un système de mise en commun, finalement, de l'approvisionnement alimentaire pour, en tout cas, la base de notre régime, sur base de cette carte vitale rouge, hein, qui nous donnerait droit à un budget, il propose 150 € par personne, hein, pas par famille, par personne et par mois, qui donne droit à remboursement sur une liste de produits conventionnés. La caisse est alimentée par l'impôt sur le revenu, par exemple. Et la liste des produits conventionnés, elle serait décidée par un comité de conventionnement organisé assez localement, hein, qui permettent de dire, voilà, tel et tel produit sont considérés comme faisant partie de ce qui est nécessaire, à condition qu'ils soient produits dans telle et telle condition et à tel et tel endroit. Ça n'exclut pas des produits à l'extérieur de la communauté de communes, bien entendu, mais voilà, il y a une réflexion sur ce que serait l'assiette de base accessible à tous. Et voilà, et ça aurait l'immense avantage, finalement,
de résoudre la question de la charité alimentaire. Hein. Je veux dire, les Restos du Cœur, qui se sont maintenant presque institutionnalisés dans le paysage, c'est tout de même un petit peu aberrant. Là, plus besoin des Restos du Cœur. Ceci est là en lieu et place. Mais pour tout le monde, sur un même pied, avec des mêmes produits de qualité. Et avec surtout la possibilité de débattre de comment on veut organiser la production alimentaire. Ça n'empêche pas non plus ceux qui veulent manger des Haribo, hein, ou acheter, ou acheter des sodas, de continuer à le faire, mais pas sur le budget de l'assurance de la sécurité sociale. Ceux qui veulent s'acheter du caviar chez Fauchon pourront bien entendu continuer à le faire, mais pas sur le budget de la carte vitale. Donc voilà, ça n'enlève rien à personne, mais ça donne à tous, un, la possibilité de s'alimenter correctement, mais deux, surtout, à tous, la possibilité de réfléchir à comment nous voulons nous organiser pour apporter à tous une alimentation de qualité. Voilà, j'en ai fini, mais je suis tout à fait prêt à débattre avec vous de tout cela. Merci d'avoir rendu intelligible un certain nombre de questions compliquées. Et la parole est à la salle. Bonjour monsieur et merci pour cette conférence passionnante. Étant responsable d'une AMAP depuis une quinzaine d'années dans Paris, il y a un élément que vous n'avez pas évoqué, c'est la pression du foncier pour les personnes qui veulent s'installer en maraîchage bio, mais aussi en élevage, qui était notre cas. Nous avons du poulet bio, des œufs bio et des légumineuses. C'est un élément sur lequel l'État pourrait agir sur la pression du foncier autour des grandes villes. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un élément extrêmement important et qui est un frein énorme aussi au changement. Vous avez raison, tout à fait. Merci de l'évoquer, ce point. Bravo pour cette superbe conférence, monsieur. J'ai deux questions à poser. Vous n'avez pas du tout évoqué la politique agricole commune, qui, j'imagine, soutient le scénario numéro 1, industriel. Et deuxième question, sur cette dernière diapo. Donc, si je comprends bien, vous voulez augmenter l'impôt sur le revenu pour financer ce système de sécurité sociale alimentaire. J'ai fait un rapide calcul. C'est 150 milliards d'euros par an en France pour donc alimenter la caisse de remboursement, ce qui revient à doubler l'impôt sur le revenu actuel, qui est simplement payé par 43% des Français. Voilà, donc il y a 57% qui ne le payent pas. Voilà. Donc ça pose un problème d'imposition supplémentaire et on s'aperçoit qu'avec un simple surcoût d'impôt d'1,7%, la CSG proposée en 2018, on a eu des jacqueries dans tout le pays. Alors, première chose, c'est pas ma proposition. Hein. Oui, je la trouve intéressante et je la trouve surtout très stimulante pour le débat. Et donc, merci de l'engager. J'ai dit impôt sur le revenu. Oui, c'est écrit. Ah oui. Bon. Ok, oui, je crois que c'est dans leur proposition, effectivement. On peut imaginer d'autres sources de financement. Hein. Vous parlez de la politique agricole commune, qui quelque part, vous avez l'air d'être très fort en calcul. Quel est le budget de la politique agricole commune aujourd'hui? Ouais. Donc, bon, ça relativise un petit peu les choses, parce que quelque part, c'est un budget de puissance publique qui est mis pour orienter le système agricole. Alors, ici, finalement, voilà, à budget à peu près constant, on pourrait imaginer d'autres manières de l'organiser. Oui. Bon. Voilà, où trouver les ressources? Bon, j'imagine aussi que... parce que, enfin, vous augmentez l'impôt certainement, mais vous donnez à chacun un supplément de revenu, de fait, de 150 € par mois.
du coup, c'est ça qu'il faut mettre en balance tout de même. Je veux dire, c'est pas juste un surcoût, c'est aussi tout à coup un avantage en termes de service public qui est considérable. C'est typiquement redistributif, évidemment. Alors, où on va chercher l'argent, comment on fait l'équilibre financier de ça, je n'en sais rien. Et c'est clair que ça pose d'énormes problèmes. Mais je trouve que c'est intéressant d'en débattre, quelque part. Et je suis un petit peu étonné qu'aucun mouvement politique aujourd'hui n'ait pris à bras-le-corps cette proposition lancée par une bande d'étudiants, finalement, mais qui me semble être d'une portée aussi importante que ce qui s'est fait, c'est ce qui a été pris, relayé politiquement dans les années 44-45, finalement, pour la mise en place de la sécurité sociale tout court. Finalement, c'était un mouvement d'une ampleur tout à fait considérable. Comment est-ce qu'on allait financer ça? Et on l'a fait. On l'a fait et personne ne remet ça en cause, quelque part. Oui, un grand merci effectivement pour toutes ces informations. Plusieurs questions. Un, est-ce qu'à la fin du mois de février, il y aura le salon agricole, y serez-vous? Deux, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas étonné de voir comment, au niveau de pédagogique, on ne forme pas les gens à se nourrir régulièrement, correctement? Combien de fois, moi, je vois de nombreux messieurs qui ne font rien au point de vue cuisine et qui vont tous les jours au restaurant parce qu'ils n'ont jamais appris à faire la cuisine. Et trois, tous les jours, nous sommes témoins justement au niveau des terrasses de café. On parle du réchauffement climatique et on voit toutes ces terrasses avec des chauffages, avec les tables même chauffantes pour... donc, quelque part... Effectivement, tout le monde veut organiser l'agriculture et, dirons-nous, les flux. Et je serais tentée de dire, aujourd'hui, il y a le Brexit. C'est vrai que vous ne pouvez pas aborder tout, mais c'est sûr que quand même l'agriculture, pendant longtemps, excusez-moi, mais c'était quand même au niveau de la balance commerciale ce qui permettait de rééquilibrer tous nos achats avec la Chine ou tous nos achats de téléphones portables et tout. Et l'agriculture a permis de rééquilibrer, dirons-nous, notre déficit de balance commerciale. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de questions, mais par ailleurs, ça montre aussi le rôle important de l'agriculture au sein de la Maison France, on va dire. Oui, je pense que vous avez raison là-dessus. Bon, ce que j'ai montré quand même, c'est que même ce scénario qui prône une reconnexion, hein, donc qui cherche l'autonomie et qui donc va à l'encontre d'une politique commerciale exportatrice qui effectivement a été favorisée à un moment de l'histoire de la France en disant bon ben voilà, il faut qu'on exporte quelque chose, on peut exporter du vin et du blé. Hein, voilà, et c'est ce qu'on a fait. Mais en même temps, on importe des quantités massives de produits agricoles également. Certes, de moindre valeur. Hein, et donc, si la balance commerciale de la France est rendue positive grâce à ces exportations de céréales, c'est bien en valeur, mais ce n'est pas en termes de quantité de matière, en termes de protéines, en fait. En termes de protéines, nous sommes importateurs nets. Nous sommes donc dépendants de l'extérieur. Et quelque part, on affame le monde. On a tendance à dire aussi la France est exportatrice, elle a ce rôle de nourrir le monde. Ce n'est pas vrai, la France ne nourrit pas le monde. La France importe davantage de ressources nutritives qu'elle n'en exporte. Mais certes, elle exporte des choses qui ont plus de valeur que ce qu'elle importe. C'est ça la réalité. Alors, oui, bon, voilà, quelle logique vous voulez... Si vous prenez une logique de valeur, effectivement, je crois qu'il faut prôner le scénario d'ouverture. C'est effectivement ce qui a été fait. Si vous voulez une logique plus de matière et d'autonomie, vous aurez plutôt tendance à prôner le scénario de reconnexion. Oui, bonjour à tous. Il y a deux petites remarques suite à votre présentation. Dans votre bilan, il y a un flux qui, à mon avis, manque et qui est pour moi criant, c'est le flux d'énergie. Parce que toute cette agriculture d'aujourd'hui, voire de demain, avec le scénario de spécialisation,
c'est une agriculture qui est basée exclusivement sur le pétrole. Et donc, dans le pétrole, avec tous les enjeux de géopolitique et de guerre pour réussir à sécuriser ces flux d'approvisionnement, cette agriculture, elle ne marche que si on sécurise un apport régulier de captation de ces flux d'énergie. Et donc, une évolution du prix du pétrole, une réduction des réserves, enfin bref, une équation énergétique qui est modifiée, c'est tout le scénario qui s'écroule. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, c'est un sujet que j'ai traité dans un petit livre là, qui va bientôt sortir, sur la sécurité alimentaire de la ville de Paris. En fait, le vrai problème aujourd'hui, qui n'est pas du tout traité pour une métropole comme Paris, mais toutes les métropoles sont malheureusement logées à la même enseigne, c'est la faible capacité des élus à faire ce que les anciens ont toujours fait, c'est de nourrir la population en cas de rupture systémique. Cette rupture est systémique, elle peut être très simple. Et certains systèmes agroalimentaires ont pu en faire gérer un peu les frais. C'est que face à un système informatisé qui permet en fait une chaîne d'approvisionnement en flux tendu, il suffirait que le système soit hacké pour que pendant 48 heures, 72 heures, tout s'arrête. Il y a eu certains grands groupes agroalimentaires qui ont été hackés et pendant 72 heures, ils étaient au chômage technique. Sachant que la sécurité alimentaire de Paris, c'est 48 heures, 72 heures, j'ose pas imaginer ce scénario, mais malheureusement, les politiques ont complètement lâché la bride et se remettent exclusivement à Rungis et aux grandes surfaces pour nourrir Paris. Oui, voilà. Merci de signaler ce deuxième point. Sur l'énergie, parce que je n'ai pas de commentaire à faire sur ce que vous dites sur la sécurité alimentaire. J'avais entendu parler de cette question, mais je n'ai pas moi-même étudié cela. Oui, tout à fait. Vous parlez de souveraineté alimentaire. La France n'est plus souveraine au niveau alimentaire. Non, bien sûr. C'est l'heure des politiques, parce qu'ils parlent encore de souveraineté alimentaire, mais ce n'est pas factuellement le cas. Et les métropoles sont extrêmement vulnérables parce qu'elles dépendent d'apports extérieurs dans des chaînes de logistique extrêmement informatisées. Et on considère comme normal, alors pour moi c'est utopique et illusoire, que l'acte de manger est définitivement réglé. Non, mais ce serait bien peut-être de l'inclure dans votre présentation, parce que c'est un sujet qui monte complètement. Il y a un rapport d'une sénatrice sur la sécurité alimentaire qui sort, c'est le rapport de la sénatrice Laborde, je vous encourage à le lire, et c'est devenu un projet de sécurité nationale qui a été pendant une décennie complètement balayé et qui commence à remonter à la surface. Merci. Oui, je voudrais revenir sur le début de votre exposé. Vous avez fait des schémas en vous basant sur les intrants et en montrant que dans le schéma que vous proposez, ma foi, ils vont diminuer d'une manière générale. Je parlais vous êtes étendu sur tout ce qui était azote, ammonitrate, etc. Mais à ma connaissance, les intrants, l'azote n'est pas le seul élément qu'on rajoute. On rajoute du phosphore et du potassium. Je ne suis pas sûr que les légumineuses apportent ce phosphore et ce potassium. Donc, dans le schéma que vous préconisez, somme toute, il y aura peut-être nécessité d'apporter quelques intrants, ne serait-ce que pour compenser pour le besoin. Oui, je n'ai pas abordé cette question parce que l'hypothèse qui est faite ici et qui est, je crois, vérifiée, je vais le justifier, c'est que l'azote est l'élément limitant principal de la production agricole. Les cultures répondent à l'azote avant tout. Alors, vous avez raison de dire que le phosphore et le potassium, d'autres éléments qui sont aussi exportés avec la récolte, doivent être restitués au sol si on veut garantir sa fertilité. Et c'est tout à fait vrai. Et effectivement, la fertilisation phosphorée fait partie des pratiques qu'il faut mener. Et le phosphore vient du Maroc pour une grande part, des États-Unis pour une autre. Les ressources sont effectivement extrêmement mal réparties dans le monde. Il se trouve que
durant cette période folle de transformation de l'agriculture, hein, entre 1950 et 1980, où tout s'est passé, quoi, finalement, où la bascule a été faite, la fertilisation phosphorée a été tellement excédentaire, mais à un point tel, la France, à ce moment-là, bénéficiait encore d'un accès facile au phosphore marocain, au phosphore algérien et tunisien d'ailleurs aussi, qui en comporte pas mal. Et donc, l'épandage de phosphore sur les terres agricoles durant ces 30 années a été tellement important que on dispose aujourd'hui d'un héritage de surfertilisation au phosphore tel qu'on peut puiser dedans pendant au moins 50 ans, même au rythme actuel de prélèvement par l'agriculture. Alors, on a tenu compte de ça, on a regardé cette question. Avec notre scénario de reconnexion, en fait, parce que là, il y a un vrai problème, on s'interdit quelque part les engrais chimiques, et donc y compris les superphosphates, hein, obtenus à partir de ces ressources. En fait, si on instaure en 30 ans un système beaucoup plus fermé, c'est vrai qu'il y a une période de transition où on va un petit peu épuiser les sols, mais on va en fait taper dans les réserves et jamais les sols français ne seront en carence grâce à cet héritage. Non, parce qu'on met en place un système qui recycle l'essentiel de ces prélèvements. Dès le moment où vous reconnectez l'élevage et l'agriculture, dès le moment aussi, j'en ai pas parlé, mais ça fait assez partie du scénario, où on recycle les excrétas humains. C'est la part qui échappe. Hein. Si on recycle ces excrétas humains, vous fermez le cycle et vous ne tapez plus dans les réserves. Et donc, il n'y a pas de problème d'approvisionnement en phosphore dans le cadre d'un scénario tout biologique pour la France actuellement. Mais c'est un peu grâce à la constitution de cet héritage où on a puisé dans les stocks des pays du Maghreb, en fait. Oui, je vous remercie. Votre conférence qui m'a posé plus de questions que répondu à des choses. En ce qui concerne la carte, là, il y a une chose dont on parle... laquelle ? La carte vitale. Ah oui, pardon. Oui, il y a une chose dont on parle peu. Effectivement, on voit le coût de la santé. On oublie une chose, c'est qu'il vaut mieux avoir des employés et des ouvriers en bonne santé que des gens en mauvaise santé. Et c'est la même chose pour la nourriture. Si on mange bien, on est en meilleure santé. Il y a un problème de santé publique qui se pose gravement maintenant, c'est l'obésité. Si ça évite l'obésité, finalement, ça coûtera moins cher de subventionner les gens que de laisser la situation actuelle. Bon, ça, c'est le premier point. Parce que ça, c'est un paramètre qu'on oublie souvent. On voit que le coût, on ne voit pas le bénéfice. En ce qui concerne les scénarios, ça serait plus local. Donc, il faudrait perdre l'habitude qu'on mange la même chose à Marseille et à Lille. Parce qu'actuellement, on est dans un monde qui s'uniformise de plus en plus. Et même les gens, quand ils vont à l'étranger, ils veulent, excusez-moi, bouffer comme chez eux. Bon, ce qui est un peu catastrophique. Bon, alors il y a quand même aussi une question, c'est que ce changement d'agriculture, il ne faut pas oublier les agriculteurs. Pour eux, c'est des changements complets du métier. Et notamment, ceux qui sont propriétaires, quand on fait de l'élevage, il faut quand même de l'élevage un peu gros. C'est des contraintes, il n'y a plus de vacances. Les animaux, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Sauf que ça peut parfaitement s'organiser collectivement. D'accord. Alors justement, c'est un changement de mentalité profond. Oui. Moi, je suis des pays aux confins de la Beauce. C'est pas tellement la mentalité de la région. Bon, c'est le moins que je puisse dire. Bon, enfin, il y a quelque chose aussi pour beaucoup de protéines animales. Maintenant, il y a de la recherche pour avoir des protéines animales de synthèse. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Alors, dans ce débat qui oppose finalement l'intensification chimique de l'agriculture, produire beaucoup plus sur les terres arables, et ceux qui prônent plutôt des scénarios moins intensifs, avec plus de diversité, etc. Ce débat s'est souvent formulé en termes de landsparing et landsharing. Landsparing, ça veut dire on économise la terre, donc on essaye de produire plus sur moins d'espace pour libérer de l'espace pour le monde sauvage, pour la biodiversité. Et donc les tenants
de l'agriculture intensive disent « nous, on économise de l'espace, on fait du land sparing ». Et les autres disent, nous, on fait du land sharing, on partage l'espace. C'est-à-dire que là où on fait de la production agricole, on laisse aussi de la place pour des haies, pour la vie sauvage, pour la biodiversité, parce qu'on ne met pas, on ne met pas d'herbicides qui tuent les mauvaises herbes. Non, on vit avec les adventices, ça fait partie du paysage. Et donc, on a une biodiversité là où on produit aussi. Épargne d'espace ou partage d'espace. C'est ces deux tendances qui s'opposent dans ces deux mondes de l'agriculture. Alors, ce dont vous parlez, je crois que j'ai une slide qui permettrait de... Voilà. Ce dont vous parlez m'évoque ce qui pourrait être l'extrême de cette tendance économiser la terre. Dès le moment où on produit dans des usines avec des cultures de cellules de la viande artificielle, voilà, on économise de l'espace, c'est fabuleux. On pourrait aller plus loin. Et moi, j'ai vu un article récent qui propose ce qu'il appelle, l'auteur appelle ça l'agriculture abiotique. Une agriculture qui n'a plus besoin de plantes. Parce que finalement, on peut très bien... Voilà, à partir d'électricité et d'électricité solaire, fabriquer ce qu'on appelle le syngaz. C'est un mélange d'oxyde de carbone et d'hydrogène qui produit facilement de la formaldéhyde, c'est du formol. Ce formol, par une série de réactions avec des catalyseurs, permet de fabriquer du sucre. Et donc, on peut, à partir d'électricité solaire, fabriquer chimiquement des carbohydrates. Et si on veut fabriquer des carbohydrates, chimiquement, on peut, à partir de là, avec des cultures de micro-organismes, fabriquer des acides aminés, fabriquer de la viande, fabriquer des cellules. Donc, au fond, on n'a plus besoin d'agriculture biologique, d'agriculture tout court, d'ailleurs, d'agriculture biotique même. On peut tout faire en usine. Et les calculs de cet auteur montrent que finalement, ça, en termes énergétiques, ça tient la route. Ça tient la route parce que le rendement estimé de ces productions est 10 fois supérieur au rendement actuel de la production agricole. Et du coup, on arriverait, j'aurais pu vous présenter un troisième scénario, je n'ai pas voulu vous imposer ça, mais puisque vous me le demandez. Attends, pardon, c'est un scénario où voilà, on produirait pour les 19 millions d'habitants du bassin de la Seine en 2050, toute la nourriture à partir d'électricité photovoltaïque. Il faudrait 250 km² de panneaux solaires. Mais ça se trouve. Et ça libère alors 40 000 km² d'espace pour la nature sauvage. Et ça, c'est le comble du land sparing, vous êtes de l'économie de terre. Alors, est-ce qu'on a envie de ça? Donc, c'est possible, techniquement, c'est possible, on peut y arriver, et même énergétiquement, ça tient la route. Mais est-ce qu'on rêve de ça? Moi, ça m'effarce, ce genre de choses. et il ne faudrait pas que la simple logique de préserver l'espace pour la nature nous rompe complètement nos liens avec cette nature, au point qu'on n'en fait plus du tout partie. Mais il y a des gens qui pensent cela, oui. Oui, non, mais là, on fait du vrai sucre. Hein. C'est du vrai sucre qui est indiscernable de celui que vous obtenez avec des betteraves. C'est pas la question. Pardon ? Les chimistes sont capables de faire des miracles. Ils vont tâtonner un petit peu, mais ils vont vous trouver les molécules qui vous donneront le même goût, oui, certainement, et la même consistance et tout. C'est encore moi, j'ai encore des petites questions. Est-ce qu'il y a des pays qui étaient sur le scénario 1 d'agriculture intensive, qui sont significativement passés au niveau de l'agriculture plus respectueuse, et lesquels, en Europe ou ailleurs? Deuxième question. Alors, ce travail, il a été fait par qui? Par un institut, j'imagine que c'est vous le chef de file, mais combien de personnes il y a derrière?
Et puis là, je vois photovoltaïque, on veut nous couvrir Paris et sa région de panneaux voltaïques. La base militaire de Châteaudun, c'est assez récent comme information, 1 km² de panneaux voltaïques vont être installés. Donc on est déjà un peu dans ce scénario. Sauf qu'ils ne sont pas là pour faire de la nourriture. Mais, oui. Alors, pour des pays qui ont fait une transition, enfin qui sont en cours de transition vers une agriculture biologique, l'Autriche, qui a une proportion d'agriculture biologique supérieure à 50%, je pense. La Suisse, bon, la Suisse est dans ce cas-là aussi. Oui, voilà. Mais c'est effectivement des pays qui ne sont pas des gros exportateurs, des gros acteurs sur le marché sur les marchés internationaux de l'agroalimentaire, effectivement. Mais qui relocalisent effectivement pas mal leur alimentation et qui sont très très exigeants sur le plan environnemental pour leur production agricole. Oui, donc ce que je présente n'est pas non plus totalement utopique. Bon, une dernière question. Oui, vous avez parlé de la pollution créée par l'industrie, enfin l'industrie agroalimentaire irraisonnée, disons, mais la destruction de la biodiversité, vous en avez peu parlé, alors qu'elle est assez catastrophique. Oui. Dans le cas numéro 1. Voilà. Oui, vous avez raison. Oui, j'en ai pas parlé, mais c'est un fait. C'est vrai qu'on assiste, on a perdu depuis 30 ans 40% des espèces d'oiseaux inféodés au milieu rural. Et plus encore des insectes, et l'un explique l'autre, évidemment. Donc oui, effectivement. Ce qui montre quelque part que l'argument de dire on fait du land sparing pour préserver la biodiversité, c'est pas vrai quelque part, ça tient pas la route. Mais c'est vrai qu'on permet des réserves naturelles à côté, peut-être, mais qui sont quand même affectées par voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation et pour les questions. Je vous rappelle que l'exposition est ouverte jusqu'à demain, si vous voulez aller la voir. Et d'autre part, oui, je fais un peu ma pub. Et d'autre part, nous enchaînons donc avec un cycle de conférences qui n'a à peu près rien à voir, mais sur Sainte-Geneviève à partir de la semaine prochaine. Voilà.